morning, ladies and gentlemen. Thank you for being here at this late hour. My name is Oumnia, and I'm the managing director of Brussels Global. We're an e-learning company. And so in this session, we're going to be talking about how to electrify Africa by 2030. We have people who speak French on the panel, so this will probably be in French. So you want to use the translating devices at some point. So I wanted to introduce this session simply by saying a very basic fact that I think we all know. 600 million people in Africa still don't have access to electricity. And I think you don't need me to tell you that this is a major challenge for the continent. So in this session, we're going to explore strategies and initiatives to improve access to electricity in Africa. Also, we're going to talk about renewable energy, solar power, wind, hydropower. You probably don't know this, but Africa has the biggest potential for solar energy, I think, worldwide, but only receives less than 5% of investments on solar. We're also going to talk about the investments required in order to achieve the full electrification of Africa by 2030. And it's been estimated to be around 120 billion per year until 2030. So needless to say that there's going to have to be a lot of financing mechanism, public-private partnerships, and of course, the intervention of DFIs and so on. So without further ado, I'm going to introduce our panelists today. We have His Excellency Ibrahim Matola, Minister of Energy of Malawi. Yes, you can give him a round of applause for coming all the way from Malawi. We also have the former Prime Minister of Centrafrique, His Excellency Martin Ziguélé, right here in the middle. And then we have our star of the energy and electricity sector, Mr. Abderrahim Hafidi, Managing Director of Office National de l'Eau et l'Électricité of Morocco. On my left side, I have Loïc Jagert, I guess I'm saying it right, who's the Africa Regional Director for ENGIE. So they are a very big French-Belgian international company, voilà, in energy. And then we also have Patrice. I can't say your last name very well, but it's a Catalan name. it's not easy. So Patrice right there, he's the president of a think tank, but he used to be president of Veolia in Africa. Yes, give him a round of applause. And then last but not least, Yves on the left side, who's the managing director of emerging capital markets. He's based in Luxembourg. He knows a lot about financing and all that. So this is going to be a very, very interesting, rich panel. And I'm going to start the first round of questions by asking everyone, what do you think is the main challenge that Africa is facing right now? But since we want to start on a positive note, I want to give the floor to Mr. Hafidi, because as you might know, Morocco is an example of electrification in Africa. Is the #1 country, 100% electrification in yeah, that's the rate. So Mr. Hafidi, please tell us how Morocco became a success story like this, and also how can Morocco maybe share this knowledge with other African countries? You can do it in French. So. Oh, as you like. Okay. Merci beaucoup, Omnia. Merci beaucoup d'abord de pouvoir nous donner cette opportunité d'ailleurs de partager avec l'audience, avec cette intelligence dans cette salle, justement, comment le Maroc aujourd'hui il a fait face à des contraintes et à des grands défis en matière énergétique, en matière d'électrification, et comment aujourd'hui l'Afrique fait face également à
à ces grands défis et à, comment dirais-je, à ces grandes contraintes pour pouvoir s'électrifier. Aujourd'hui, si vous le permettez, je vais quand même commencer d'abord par l'Afrique, avant de passer au modèle marocain, mais je parlerai d'abord de l'Afrique. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, il représente et présente aussi le meilleur exemple du contraste énergétique au niveau mondial. C'est un grand contraste. Pourquoi? L'Afrique aujourd'hui, avec son grand potentiel énergétique, tout confondu, fossile, renouvelable, je crois qu'il présente l'un des plus grands potentiels au niveau mondial. Je vais dans mon analyse aujourd'hui ne pas parler du fossile, malgré que, vous le savez très bien, l'Afrique aujourd'hui, il a 12% des réserves mondiales de pétrole, 8% des réserves mondiales de gaz, 6% des réserves mondiales de charbon. Oublions ce potentiel, qui est énorme aussi. Mais si on revient aujourd'hui au potentiel énergie renouvelable qui est disponible en Afrique, et on essaie d'examiner filière par filière, très rapidement. Si je prends la filière solaire aujourd'hui, vous imaginez ce que l'Afrique dispose comme potentiel? Alors, si je prends, et là je me base sur des chiffres et des données qui sont aujourd'hui officielles au niveau de l'International Renewable Energy Agency. Donc, l'IRENA, c'est une référence extraordinaire sur la base de beaucoup d'études, des grandes études qui ont été réalisées par l'IRENA. Si je prends la filière solaire, ce qu'on appelle le DNI, qui est le potentiel solaire en Afrique, il varie entre 2100 kWh par mètre carré. Donc c'est en fait le DNI, c'est l'indicateur de potentiel solaire pour mesurer l'énergie qu'on pourrait produire par mètre carré. Donc il varie entre 2100 kWh par mètre carré jusqu'à 2700 kWh par mètre carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, si on traduit ce potentiel, ce DNI, en puissance électrique. Alors, dans les études qui ont été réalisées par IRENA, 1%, je dis bien 1% de la surface de l'Afrique peut générer une possibilité de développer une puissance électrique installée de source solaire de 8000 gigawatts. Vous imaginez ce que c'est que 8000 gigawatts? Je vais vous donner un chiffre. La puissance installée totale au Maroc aujourd'hui, c'est 11 gigawatts. 11 gigawatts. Tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui au Maroc, avec tous les grandes avancées, etc., on a une puissance totale installée de 11 gigawatts, dont 40% c'est des énergies renouvelables. Donc vous imaginez ce potentiel énergie renouvelable dont dispose l'Afrique. Je parle à l'éolien aussi. Alors l'éolien aujourd'hui, vous imaginez le nombre de couloirs et le facteur de charge qui dépasse les 65% comme facteur de charge et son impact sur le coût du kilowattheure produit en Afrique. Aujourd'hui, si on considère la partie onshore en Afrique, uniquement, la puissance qu'on peut développer si on mobilise 1%, je dis bien 1% des couloirs et de la surface en Afrique, c'est 450 gigawatts. Vous imaginez 450 gigawatts. C'est énorme. C'est pour ça que je vous dis, oubliez le fossile. On n'a même pas besoin d'en parler. Je parle maintenant, je passe à l'hydraulique. Vous savez, le potentiel dont dispose également l'Afrique en matière d'hydraulique. L'hydraulique aujourd'hui, vous le savez très bien, je crois que c'est une technologie qui joue un grand rôle dans la montée en puissance des énergies renouvelables, étant donné qu'il joue le rôle d'un backup, étant donné qu'il offre une flexibilité extraordinaire, surtout la technologie aujourd'hui de ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc c'est une technologie intelligente pour stocker l'énergie électrique. L'électricité n'est pas stockable, mais on peut la stocker à travers l'hydraulique, à travers la technologie STEP, la technologie de transfert d'énergie par pompage. L'Afrique aujourd'hui, il dispose au minimum, selon IRENA, de 260 gigawatts. Je parle de gigawatts. Mais c'est énorme. Je parle même pas aujourd'hui de la géothermie, de l'héliomotrice.
Vraiment, c'est des filières également énergie renouvelable qui sont même pas prises en considération dans ces calculs. Alors, on s'est amusé à l'ONU, à l'Office national d'électricité et de l'eau potable, pour faire un exercice. Alors, si on considère vraiment que ce potentiel dont dispose aujourd'hui l'Afrique et qui est identifié, approuvé par des études, etc., et si on arrive à le mettre en œuvre aujourd'hui, et on développe la puissance, toute la puissance que je viens de vous expliquer, vous savez ce qui se passera? C'est que l'Afrique n'a pas besoin de développer aucune centrale électrique et on pourra alimenter toute l'Afrique. Plutôt toute l'Europe. Je dis bien toute l'Europe. Avec cette puissance et ce potentiel qui est disponible en Afrique. Et en plus, c'est avec des coûts très compétitifs. Moi, quand je parle de facteurs de charge qui dépassent les 5500, les 6000 heures par an, de toute façon, on dépasse déjà le semi-base, les électriciens le savent, et on s'approche de baseload. Donc c'est vraiment un potentiel extrêmement intéressant. Le problème, alors le contraste, c'est quoi? C'est que c'est un continent très pauvre en énergie, consommable. C'est un continent qui est pauvre en infrastructures. À l'exception du nord, du sud de l'Afrique, il n'y a pas de réseau électrique. Vous trouverez le réseau autour, par exemple, des grandes villes ou des capitales des pays, etc. C'est là où vous trouvez un réseau. Il n'y a pas aujourd'hui un modèle aujourd'hui qui permet l'évolution de ce secteur électrique en Afrique et qui permet également de monter en puissance en Afrique d'une manière générale. Donc c'est vraiment un contraste que j'ai insisté à le présenter, à vous le présenter. Est-ce que c'est là, est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué, justement, de changer la situation? Je ne crois pas. La question d'Omnia, il est très intéressante. On parle aujourd'hui des contraintes, des défis, justement, pour pouvoir électrifier l'Afrique. C'est très intéressant. Aujourd'hui, je crois que quand on analyse un peu les modèles électriques ou énergétiques au niveau de l'Afrique, je crois, à l'exception de certains pays, je ne crois pas qu'il y ait un modèle réalisé, conçu, construit sur la base des réalités. Aujourd'hui, c'est des pays qui disposent d'un grand potentiel, mais qui importent la totalité de leurs besoins. Alors là, je reviens justement, comment on peut lever ces contraintes, comment on peut avancer en Afrique. L'exemple du Maroc, il est très simple. Je crois que, historiquement, vous savez ce qui s'est passé en 2008, c'était une année très spéciale au monde, parce que là, c'était le troisième choc pétrolier. Le pétrole, il a atteint les 147 $. L'impact sur les pays qui n'ont pas de pétrole, de gaz, etc., il était direct. Le Maroc, il était l'un de ces pays. Ça fait partie de ces pays qui n'a pas de pétrole jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de gaz, etc. Mais il a été acculé, justement, après la crise de 2008, à revoir son modèle. Et pour revoir ce modèle, nous étions acculés de diagnostiquer en profondeur tous les paramètres. Quels sont les problèmes qu'on a? Mais c'était très clair que nous étions devant des challenges et des contraintes énormes, notamment en matière de dépendance. Vous savez, en 2009, la dépendance du modèle électrique marocain, il dépassait les 97%. Toute augmentation flambée des prix au niveau international, il impacte directement le coût de production. C'était le premier point. Donc cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Deux, la visibilité justement sur le marché énergétique. Qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? On dépendait des combustibles fossiles. Les marchés des combustibles fossiles, aucune visibilité. Personne aujourd'hui, tous les experts du monde aujourd'hui, il n'y a pas un qui est capable de nous dire dans un mois, quel serait ou dans 3 mois, 4 mois, etc., ou l'année prochaine, quels seraient les prix des combustibles, de gaz, de charbon, etc. Mais c'est des flambées, des fluctuations tout le temps. Donc c'était cette problématique également qu'on a posée et qu'on a examinée en profondeur. Donc on a dit notre modèle devrait examiner la problématique de la dépendance
examiner la problématique aussi de la fluctuation des combustibles et la visibilité sur les marchés. Vous savez, quand on réalise une centrale électrique, quand on réalise un parc éolien, et vous n'avez pas de charge variable. Vous avez que le CAPEX à rémunérer, plus les ONM, l'Operating Maintenance. C'est tout ce que vous avez par rapport à une station, une centrale charbon, une centrale à gaz, etc. Donc là, c'est ça la solution. Donc le Maroc, il a été finalement acculé d'examiner les atouts et d'identifier les atouts dont nous disposons. Très bien, Monsieur Hafidi. J'aimerais aussi qu'on ait l'opinion de son Excellence, Monsieur le Ministre, His Excellency, Mr. Minister from Malawi. Mr. Hafidi has told us that there is so much potential in Africa, that the potential is actually unbelievable, and we could even at some point export electricity to Europe because of the amount of potential. So could you tell us from your perspective in Malawi, what are the challenges that you are facing, given that I think the percentage of electrification is around 11-12%. What are the main challenges that you're facing, and how come this potential that Mr. Hafidi is talking about cannot be materialized so quickly or easily in Malawi? Thank you very much. First and foremost, let me start by saying that thank you very much for giving me this opportunity to come and share the side of the story of Malawi. Malawi is a land-linked country. In the east, bordering Mozambique, in the west, bordering Zambia, and in the north, bordering Tanzania. I'll begin by quoting what Chinua Achebe said. He's an African writer and a proverb, and that middays is taking place in the African soil, Morocco, Tangier. Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. End of quote. First and foremost, let me thank the leadership of this country. The King, Mohammed VI, for his vision and the leadership. I used to learn the history, and today I've witnessed with my naked eye that indeed, if you have a good leader, a visionary leader, everything is impossible. So to what Mr. Hafiz has said, giving us a good story about Morocco, first is that the political will is there. With that political will, let me say to the congregation, let me say to the conference, that African problems can only be solved by Africans. When the political will is there, let's look into our regional integration and the continental integration. When we were hearing that it is impossible to have exchange of power, trading in power, what is happening here between Morocco and Spain, indeed, this is the thing which African leaders can follow. And Africa can be the best and the most exporter of power into the other parts of the world. Once we put our priorities, first is that we need to look into our laws. It is not true, it is not good that Africa, which is having the abundant natural resources, God-given,
without any interruption. The supply chain of gases or fossil fuel has got political and sanctions within it. For example, the war of Russia and Ukraine, which makes our fuel become very expensive when it comes to Africa. But when you look at the resources which God gave us, for example, the sun, no matter how we have conflicts between nations, the other nation cannot have power to build a barrier for the other nation not to see the sun. The sun will rise and will set. No matter how nations are powerful, they will never build a barrier that the other nation should not see, should not feel the wind. So these are the resources which we need to utilize and invest a lot. Energy is the driver of the economy. Without energy, we cannot talk. Africa is receiving a lot of vaccines from the donor countries. We end up disposing them because we don't have electricity in the rural and peri-urban areas. Hence, we do campaigns of disposing those vaccines. And we have the nation which cannot even produce, even productive nation, because we end up giving them the wrong vaccines because we want just to please the one who has given us. It is not true, and it is not justice. A child who is learning under a kerosene lamp and a child who is learning under the LED, the performance will not be the same. First, we should invest in the energy. We are talking about men, our women and girls spending most of the time in the kitchen using biogas. The pulmonary diseases, which we are not talking today. The women are spending most of the time making meals. And the women are going into our hospitals where there is no power. She is going to give birth in a theater to a president, to a prime minister, to a minister, to a councillor, to a ruler, to a chief. But because of the intermittent of power, she comes out when she is dead, yet she went to give birth. Children who are in the incubators, because of the intermittent of power, we end up losing all those children who are engineers, doctors, teachers, professors for tomorrow, because we don't have enough power. Time has come that African countries and member states should invest a lot in the energy sector. Yes, we've been investing a lot in health. We've been investing a lot in agriculture. We've been investing a lot in the trade. But everything surrounds on energy. Cocoa is being grown in Africa and being exported raw material into Europe. A city is created, Cadbury, making chocolates. And that chocolate, when it comes to Africa, you and me, we can't afford to buy that chocolate. Why? Because we don't have power. We need to have more power so that the smelters can be run and everything can be manufactured here and the product the way this country has done. I was so amazed to see what is happening here, the manufacturing of cars. Why? Because they have enough electricity, enough power. Yes. So it is a must where ministers of finance and ministers of energy should bang heads and lobby for more investment in the energy sector. Once we do that, agriculture will be easy.
Yes. Because Indeed, if we are indeed. talking about smart agriculture, it needs to have power. But if we don't have power, we are still talking about the peasants, which you and my forefathers were using. But today with technology. And we need also to invest a lot in science and technology, innovations. Time has gone where our curriculum should be revised, not to be taught. Yes. Who was the first person to explore Africa? Vasco da Gama. What has got to do with my life? What is the longest river in Africa? Niger. The Nile. So all these things we need to do. We need to look into it and find a way of solving these problems by having regional integration, and we can export power to other parts of the world. As African, the first thing what we should do, invest in the energy sector. Thank you so much for this passionate speech. And I think you mentioned a very important point, Your Excellency, on financing. There is definitely a need to focus on this. And we do have an expert in this panel who can give his insights. He's also, lived in or traveled to many, many African countries. So Yves, could you please give us some of your tips that you would recommend for easier financing? Yeah, thank you, Omnia. And then Patrice after. Yves, yes. Go ahead. Thank you very much, and very pleased to be here with you on this very distinguished audience first, and panel as well. Well, I would like just to maybe share a bit of a historical and personal point of view. Is that I started working in the world of economic development exactly 30 years ago in Morocco. I came here in 1994 to help develop enterprise in Casablanca. And so I came back once, I think 20 years ago, and then I came today. And the contrast that I've seen as a country, the transformation, the highways, the TGV train, the cluster of aeronautics in Casablanca, the cluster of automobiles and the Med port, like in Tanger, is absolutely amazing. So for me, just taking a step back, is that the only way to realize such a transformation for our country, and I think Morocco is one example, Mauritius could be another one, Rwanda could be another one, is the power of vision. Really the power of vision and sticking to the vision. Yes, indeed, and taking the means towards implementing the vision. And this comes to a point which is, of course, in energy, we need to mobilize enormous amount of money, $100 billion every year to implement that. But first, I think the country needs to put their house in order, some of the countries, in order to attract those foreign direct investments or those Pan-African investment, because there is some emerging like African players also in the energy sector. So what is it to take to put the house in order? Is that first you need to have a regulatory framework which is encouraging actually investment not only from the public sector, because many of the public companies have exhausted actually the balance sheet. They are no longer able to put the massive investments needed. So you need to bring in what we call the private sector, what we call independent power producers. So you need to have a regulatory framework, an independent regulator of the energy sectors, plus a ministry that are all aligned on the fact of liberalizing, to a certain extent, the sector, especially on the generation side, on the transmission, and maybe the distribution as well. Some countries are doing that, and we are seeing, increasing investment. I just came back, for instance, from Mozambique, where I've been overseeing implementation of 4 solar and wind projects. And indeed, the laws, very much like in Morocco, has been somehow liberalized to actually allow for IPP producers. So that is a first step. The second thing is that I think... Sorry, what's an IPP producer? It's an independent power producer. Un producteur indépendant d'électricité qui est généralement du secteur privé. Okay? IPP. And the second element which is very important is that when you have an IPP, which is coming to there,
Well, usually they sell the electricity to the public utility, which is a public utility company. Well, that public utility and the offtake agreement is only as good as the balance sheet of the public utility. So in some countries, I mean, for instance, I've worked in Namibia, NamPower, which is the public company, has an extremely good, track record. For 10 years, they have made, profits. And therefore, when they go to the market to actually ask, for financing, they're oversubscribed 2 or 3 times because they have an excellent track record. Okay, that is one example of an African countries which can borrow on the international market. Some other countries, actually, somehow the public utilities is deficit ridden, cannot make investments, and sometimes cannot honor even the offtake agreement. And therefore, you need to put a whole risk mitigation package to actually secure your offtake agreement, or what we call the PPA, the power purchasing agreement. So that's something to have in mind. And I think, all of the countries need to realize that, in order to attract the massive investment that they need, which could come from different sources. IPP are like private sector, like operators. They need to put the 30% of equity or shareholder capital, on the table. 2, you have donors who are ready to play the roles. I personally work very, very closely with European Union, the EIB, the European Investment Bank, and some of those institutions who put some tools that could be very, very important for achieving that. For instance, there is one guarantee called the EFSD+, the European Fund for Sustainable Development, which totals 38 billion. So it's a very big amount of money, which can sometimes secure the first 12 months or 24 months of the offtake agreement, of a given thing. So it reduces the risk, therefore it reduces the cost of the debt, for the Yes, very good. I'm sorry, because we do have an IPP on the panel. Yes, absolutely. On my left side, and so I want to give him an opportunity to respond to what you said. Merci tout d'abord à l'Institut Amadeus pour l'invitation. Alors je la fais à chaque fois, mais j'aurais bien voulu être une femme aujourd'hui, parce qu'on manque de diversité sur ce panel. Mais il y a déjà une femme, c'est moi. Exactement. Voilà. Qui est venue avec sa sœur quand même, donc sa sœur aurait pu venir sur le panel. Mais, ça marche. Mais heureusement, j'ai une excuse. La patronne d'Engie est une femme et en plus, elle est née au Maroc, a vécu 15 ans au Maroc. Donc j'ai cette double casquette. Donc la prochaine fois, on l'invitera. Donc effectivement, Engie, je rappelle qui est Engie, entreprise internationale, présent dans une cinquantaine de pays, y compris en Afrique subsaharienne. J'en suis le responsable pour l'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc, le Sénégal, qui fait partie de l'Afrique du Nord chez Engie en tout cas, et l'Égypte. Et puis aussi une présence en Afrique du Sud. Donc on est effectivement premier producteur d'électricité d'IPP indépendant au niveau mondial, et présent dans différents secteurs, et évidemment les renouvelables, l'hydrogène vert, blanc, notamment au Maroc, les infrastructures électriques et gazières, et puis le dessalement notamment qui est très présent aussi du fait du stress hydrique dans des pays d'Afrique. Alors, il faut quand même souligner que l'électrification du continent africain a très largement progressé ces dernières années. Beaucoup reste à faire. On parlait de 600 millions de personnes coupées de l'électricité. Bien sûr, il y a d'énormes contrastes. Il ne faut pas prendre l'Afrique comme un seul bloc. On a un peu tendance à le faire quand on est européen, par exemple. C'est bien 54 États et 54 presque contextes très, très différents. Les conséquences, on les connaît, de ce manque d'électrification. C'est évidemment une accélération des inégalités, des pénuries aussi d'énergie qui coûtent beaucoup d'argent. On l'évalue à environ 2% du PIB africain. Et puis évidemment aussi le renforcement de la déforestation et puis l'accélération de certaines crises. Ces crises, c'est évidemment aussi des opportunités. Et vous parliez de challenge et de défis. Le premier défi, c'est d'avoir une approche globale, à la fois globale. On parlait de vision. C'est vrai que le Maroc a cette chance d'avoir une
vraie vision énergétique, mais aussi transverse sur beaucoup d'autres sujets. Et cette vision, ce leadership, il est extrêmement important. Approche globale, mais aussi approche régionale. Travailler sur l'intégration régionale. Il y a eu quelques projets qui ont émergé ces dernières années, mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Bien sûr, c'est le cadre réglementaire. Travailler sur un cadre réglementaire cohérent, structuré. Travailler évidemment sur les infrastructures. Vous le rappeliez, qui est aussi très variable d'un pays à l'autre. Et évidemment sur les financements, sur les investissements. Des financements de plus en plus compétitifs. Et justement, en parlant de financement, étant donné que j'aimerais vraiment qu'on en arrive à la solution, du coup, en fait, comment est-ce que Engie peut-être détermine si un pays est moins risqué qu'un autre? Enfin, quel est le rôle de Engie dans le de-risking? Effectivement, on fait un screening déjà des pays en termes de stabilité politique, économique. C'est le premier point. Et puis ensuite, on travaille évidemment avec des partenaires locaux. Ça, c'est extrêmement important, avec des banques locales, bien sûr des bailleurs internationaux, et on s'appuie sur certains programmes existants. Le programme Scaling Solar, par exemple, qui a permis de se développer du solaire, notamment au Sénégal où on est présent, et à déployer rapidement des grands projets. Pourquoi ? Parce qu'il y a une assistance technique, il y a une documentation standardisée, il y a des instruments d'assurance et de garantie. J'espère qu'on en reparlera. Et donc tous ces outils, tout ce cadre et cette stabilité nous permet de nous implanter dans des pays, mais toujours, encore une fois, avec des partenaires locaux. Garantir aussi des financements locaux en devises locales, ça c'est extrêmement important, évidemment, pour nos partenaires. Et puis aussi, sur des pays où on est beaucoup plus sur du décentralisé, travailler sur du leasing, par exemple, pour les foyers, les villageois de certains pays d'Afrique qui sont plus éloignés, sur des outils très décentralisés, des mini-grids, des solar home systems. Oui, j'ai entendu Patrice en parler tout à l'heure, les mini-grids, n'est-ce pas? Qui est un modèle qui a été développé en Russie, c'est ça? Non? Voilà, donc en tout cas, il y a plein de modèles un peu innovants, y compris pour du très décentralisé, des microcrédits, évidemment, du leasing, et d'autres systèmes à l'échelle individuelle ou à l'échelle de petits villages, de petites villes, qui sont de plus en plus utilisés. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait, parce que son Excellence ministre d'énergie du Malawi a mentionné dans notre conversation tout à l'heure qu'un des plus grands challenges au Malawi, c'est le fait qu'il y ait plusieurs, des constructions qui sont très dispersées et éloignées les unes des autres. Du coup, c'est difficile de les relier avec the traditional grid. Et donc, il faudrait trouver des solutions plus innovantes. Et bien sûr, l'énergie solaire est aussi importante. Et Patrice aussi en avait parlé tout à l'heure, du fait que peut-être la solution pour certains villages, etc., c'est vraiment l'énergie solaire et un peu aussi l'électrification, mais certainement pas the traditional grid. C'est ce que vous avez dit, Patrice. Donc, vous pouvez expliquer ça en détail? Yes. Oui, je voudrais tout d'abord, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être relativement bref, parce que le temps passe vite. D'abord, pour remercier l'Institut Amadeus de sa constance à organiser comme ça ce rendez-vous chaque année qui est exceptionnel, puisqu'il permet de brasser des idées et puis aux uns et aux autres de se retrouver autour de ces thématiques qui sont renouvelées cette année. D'ailleurs, la thématique qui a été choisie, je vous invite à relire le titre. C'est assez exceptionnel à la fois d'opportunités et ça permet de très très beaux échanges. Alors, pour parler de l'électricité, on a évoqué beaucoup les besoins, on a évoqué le potentiel. Personnellement, j'ai des doutes profonds sur le fait que l'Afrique puisse un jour en fait alimenter, compte tenu de ce que je vais essayer d'expliquer, qui est plutôt la question de la gouvernance qui a été déjà évoquée à plusieurs reprises et qui me semble absolument fondamentale. Ce qui est exceptionnel ici, dans le Royaume du Maroc, c'est pas uniquement ce qu'a fait Sa Majesté Mohamed VI, c'est ce qu'a fait son père avant. Et notamment, pour tous ceux, je parle aux Marocains qui connaissent évidemment bien mieux que moi le sujet, c'est la politique des barrages de Sa Majesté qui a
mis l'eau et l'énergie comme étant une véritable priorité nationale il y a bien longtemps déjà. Et donc, derrière cet alignement politique, l'ensemble des services de l'État se sont mis à contribution dans l'exécution de la volonté royale. Et derrière, effectivement, ça a dressé toute une architecture de politique publique depuis maintenant très longtemps sur l'accès à l'eau et à l'énergie pour l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que bon, les résultats sont là aujourd'hui, clairement. Enfin, je parle sous le contrôle de monsieur le directeur de l'office. Aujourd'hui, le taux d'électrification, comme d'ailleurs le taux d'accès à l'eau potable, d'ailleurs, sont les premiers d'Afrique de très, très loin. Et d'ailleurs, n'ont rien à envier, vous dirais-je, par rapport au taux que je connais de certaines villes américaines. Tout simplement. Ensuite, il y a une chose qui n'a pas été évoquée, que je voudrais me permettre de vous dire ici, c'est que ce métier de l'électricité, c'est qu'on a trois métiers d'ailleurs qui sont un peu différents, qui sont intégrés, mais il y a un métier de production. On l'a évoqué en parlant des IPP, ces fameux producteurs indépendants d'énergie. Alors là, vous trouvez plein de gens pour financer les IPP, parce que quand vous faites un IPP, vous produisez votre énergie, vous le vendez à un client. Et en général, un client souverain. Donc votre niveau de risque, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous êtes distributeur et que vous le vendez à la population, à l'ensemble de la population, et que vous avez donc une assiette de risque qui est tout à fait différente. Donc il y a d'abord la production, il y a le transport qui intéresse en général personne, et pourtant c'est extrêmement coûteux, croyez-moi, et il y a la distribution. Le modèle marocain, il a intégré ces trois métiers, il a même intégré d'ailleurs l'assainissement et l'eau dans un même compte d'exploitation sur certaines gestions déléguées sous la forme de partenariat public-privé. Ça aussi, c'est la deuxième caractéristique, c'est le Royaume du Maroc a été remarquablement malin en n'ayant absolument aucun a priori et en refusant d'opposer la gestion publique avec la gestion privée. Donc, certaines villes ont effectivement passé des contrats de délégation de services publics à des opérateurs privés, avec évidemment des obligations de contrôle très importantes. On parlait de gouvernance tout à l'heure, et ça me semble encore une fois quelque chose de très particulier au Maroc par rapport aux autres pays que j'ai pu connaître, lorsque j'étais patron de Veolia pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde, c'est que l'autorité, l'exécution des contrats de délégation de services publics, elle est faite sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, pas du contrôle du ministère de l'eau ou de l'électricité ou d'un quelconque ministère sectoriel. C'est le ministère de l'Intérieur. Croyez-moi, ça rend les dialogues virils et ça rend aussi effectivement le respect des contrats beaucoup plus, j'allais dire, conforme aux besoins importants, aux besoins très nécessaires. Je rappelle que l'électricité, ça a quand même deux fonctions essentielles. Il y a une première fonction qui est sociale, fondamentale. Il faut qu'on ait de l'énergie, tout simplement. Je vous rappelle aussi que quand on a de l'énergie, on a de l'eau. Si on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'eau. Vous ne pouvez pas faire marcher les stations de traitement sans énergie. Et deux, ce sont des points de PIB. Ce sont des points de production industrielle. Et ça veut dire que les industriels aujourd'hui ont besoin d'énergie pour pouvoir continuer leur production. Donc là, on a, et d'ailleurs ce sont des grands cousins, l'eau et l'énergie, mais on a toujours une dispute entre qu'est-ce qui est la première politique publique à pousser. En général, d'ailleurs, moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer d'avoir les deux ensemble. Et bien là encore, au Maroc, la chose a été faite, effectivement. Vous aviez un office national de l'eau, un office national de l'électricité il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est un seul office, pour des raisons qui sont des raisons évidentes de pragmatisme. Qu'est-ce que je veux dire par là, simplement, pour conclure mon propos? D'abord, c'est que en termes de solutions techniques, je veux dire, ce qui s'imagine et se conçoit sur les grandes conurbations, les villes, peut être très différent de ce qui se conçoit dans les campagnes. Tous les systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure avec vous, Madame la modératrice, c'est effectivement sur les mini-réseaux, les grids qui sont beaucoup plus petits, c'est effectivement ce qui est accessible pour, je dirais, la campagne, le hors-ville ou conurbation. Il faut effectivement des installations beaucoup plus importantes et de nature technique très différente dans les grandes conurbations. Voilà, je voulais juste peut-être terminer ce propos pour dire qu'en général, la priorité publique aligne les financements à partir du moment où vous avez quelqu'un qui, disons un pays, un État, qui effectivement désigne, par exemple, que l'électricité, l'accès à l'électricité pour tous
est une véritable priorité. Les financiers ne se trompent pas et savent qu'ils prennent un risque bien inférieur que s'ils allaient ailleurs sur d'autres domaines à titre purement commerciaux. Donc je milite encore sur l'exception marocaine. C'est une exception qui vient de loin, qui continue à être pensée à chaque jour, comme ça nous a été décrit tout à l'heure, mais dans lequel effectivement l'État ne faillit pas. Sa ligne rouge reste toujours la même depuis maintenant plus d'un demi-siècle, et moi je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas demain effectivement sans doute des exportateurs vers le sud peut-être d'énergie, et je le leur souhaite en tout cas. Merci. Oui, Yves, je pense que vous avez quelque chose à ajouter. Je crois qu'il y a quelque chose de très très important qui a été dit ici, c'est que finalement le tout grand défi dans beaucoup de villes, d'un certain nombre de pays africains, le taux de pénétration d'électricité est très grand dans les villes principales, dans la capitale, même dans les villes secondaires. Le tout grand défi, c'est ce qu'on appelle l'électrification rurale. Et là, l'Afrique, c'est un continent immense. Il suffit de le traverser au-dessus, quand de jour, on voit quels sont les territoires. Donc il y a énormément de communautés qui sont extrêmement dispersées et sur lequel le coût incrémental, si je puis dire, de pouvoir faire la connexion on-grid, c'est-à-dire au travers du réseau connecté, est extrêmement élevé. Donc là, il faut trouver d'autres solutions. Donc c'est clair que le off-grid, ce qu'on appelle les solutions qui permettent de rooftop solar, il y a des tas de solutions technologiques maintenant qui existent, qui peuvent justement connecter ces communautés. Je prends en Namibie, par exemple, les communautés Imba dans le nord, ce sont des petits villages dispersés. Là, il faut faire du off-grid. Ça fait aucun sens d'étendre une ligne de transmission et une ligne de distribution qui coûte énormément d'argent. Donc, c'est le rapport revenu. Alors, ce qui est important, c'est comment aussi financer ce off-grid et financer cette électrification rurale. Donc là, il y a quand même des outils. Alors, tout d'abord, il y a quand même, c'est le rôle, moi, je trouve, des bailleurs de fonds, de venir aussi et de donner de l'argent en grant, en subside, ou éventuellement des loans subsidiés, si je puis dire, des prêts subsidiés, pour pouvoir étendre justement ce financement, pour aider soit les autorités publiques, les organes ou les public operators de pouvoir faire ça, ou éventuellement des compagnies de plus en plus décentralisées, ce qui se fait de plus en plus aussi. Donc ça, c'est important, notamment des IPP. Deuxièmement, c'est important aussi que quand on octroie des licences à des opérateurs qui veulent prendre évidemment les marchés les plus juteux, si je puis dire, ceux des villes, c'est d'avoir quand même dans la licence une obligation également d'étendre, si je peux dire, de l'électricité sociale ou rurale dans le territoire qui est imparti. Donc il faut quand même aussi que le régulateur, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un régulateur, important d'avoir de la gouvernance, fasse un équilibre entre justement, je dirais, les parties qui sont les low-hanging fruit, les parties les plus profitables des segments, avec les parties peut-être un peu moins profitables. Donc il doit avoir cet aspect-là. Et troisième point, je voulais juste dire aussi qu'il existe un outil croissant qui s'appelle les green bonds, les obligations vertes. C'est un marché qui était de 250 milliards il y a quelque temps. On vient de passer le trilliard de dollars. Donc c'est un marché, notamment le Luxembourg à ce qu'on appelle le Luxembourg Green Exchange. C'est une des plus grandes plateformes au monde pour l'émission de Green Bond, Thematic Bond, Sustainability Bond. Ça, ce sont des outils qui permettent aussi de financer un équilibre entre des projets profitables et des projets peut-être plus socialement orientés. C'est ce que je voulais dire. Mais est-ce que le coût des Green Bonds est intéressant pour les pays africains? Oui, je dirais que, je peux prendre peut-être un exemple. Un pays africain, le Bénin, ils ont emprunté 500 millions pour un Sustainability Linked Bond et le coût, en fait le coupon, donc c'est-à-dire le taux d'intérêt était à peu près à 5%, ce qui est quand même beaucoup moins que quand on doit emprunter dans une banque commerciale. Dans les pays africains, c'est souvent entre 15 et 18%. Donc il y a moyen d'emprunter et il y a un appétit institutionnel, je tiens à le dire, je travaille au Luxembourg, donc je connais un peu la place. La plupart des grands institutionnels, les BlackRock et tout ça, doivent investir 10 à 15% maintenant de leurs actifs dans des projets verts. Donc il y a quand même ce qu'on appelle du dry powder en anglais qui peut être investi là-dedans et qui investit notamment dans ces obligations vertes. Voilà. Merci. Et j'aimerais donner la parole à
à son Excellence Monsieur Martin Ziguélé. Vous êtes ancien Premier ministre de la Centrafrique et je pense que vous pouvez nous parler un peu des régulations ou peut-être des solutions que vous proposez pour une meilleure électrification de l'Afrique. Vous avez 5 minutes, juste pour information. Merci madame. Bonjour à tous. Je n'ai pas de régulation à proposer, mais j'ai plutôt de réflexions à partager. Je ne suis pas un spécialiste des questions d'énergie, mais j'ai eu à diriger la Banque centrale chez nous, Centrafrique, avant d'être Premier ministre et en même temps ministre des Finances. Et je vois bien toute la marge perdue en matière de productivité et de production des biens et des richesses à cause de problèmes de la non-maîtrise de l'énergie dans nos pays. Et pour être plus simple, lorsque vous prenez un pays comme la République centrafricaine, qui a 624 000 km² de superficie, c'est-à-dire que la République centrafricaine est plus grande que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis en superficie. Mais le pays n'a que 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, je pense que c'est le tiers de la population de Casablanca, à peu près. Et deuxième distorsion, vous avez Bangui qui est la capitale, qui a à peu près 1 200 000 habitants, et il reste 4,8 millions d'habitants dispersés dans 3 ou 4, je ne dirais pas villes, mais je suis obligé de les appeler villes quand même dans le contexte local. Et puis le reste, c'est des villages. Nous avons 7 mois de pluie par an. 7 mois de pluie par an. Donc, la pluie, l'eau de pluie chez nous est un problème. Parce que l'eau est un danger pour l'équilibre écologique de la population. Au moment où je vous parle, pas plus tard qu'en début de cette semaine, le fleuve Ubangui qui fait la frontière entre nous et la RD Congo est sorti de son lit et les poissons suivent l'eau et la population. Il y en a qui sont mécontents de l'inondation, il y en a d'autres qui sont contents que les poissons viennent jusque dans les cactus. C'est une anecdote pour vous illustrer la complexité ou la diversité des situations. Pour parler plus sérieusement, les modèles que nous avons, que nous voyons par exemple en œuvre au Maroc, sont des modèles très intéressants. Mais c'est peut-être un lieu commun de le dire. Tout est possible s'il y a la volonté politique de développer une politique donnée. Il n'y a pas de politique publique sans contrainte. Il n'y a pas de politique publique sans difficulté. Il n'y a pas de miracle. Il faut que des hommes et des femmes visionnaires disent que nous voulons arriver de 0 à 100%. Et pour le faire, il faut investir ce que nous pouvons maîtriser réellement par rapport aux actifs, comme diraient les comptables, que j'ai chez moi. Je ne vous ai pas dit que la République centrafricaine est le château d'eau de l'Afrique centrale. C'est comme la Guinée en Afrique de l'Ouest. Dans le versant sud de la RCA, c'est de là que part le Congo, le fleuve Congo que vous connaissez, parce que l'Ubangi est son affluent, et toutes les rivières qui arrosent le Tchad et ailleurs. Nous avons un barrage hydroélectrique que les Français ont construit en 1949 ou en 1950. Merci pour eux. Et depuis lors, on n'a plus jamais rien construit. Donc, nous avons des potentialités hydroélectriques très importantes, mais qui ne sont pas mises en valeur. Je vous ai rencontré, monsieur le directeur général, je pense que ça doit être en février au sud du Maroc, pour Maroc diplomatique, je crois. Et voilà. Et puis, vous avez dit ce que vous venez de dire, et j'en ai discuté avec des responsables centrafricains. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas que chez nous, depuis l'indépendance, on est en train de mettre en place, grâce au concours de la Banque mondiale, le premier champ solaire, alors que nous ne savons pas que faire du soleil, comme beaucoup de pays africains. Nous avons le taux d'électrification, l'un des taux d'électrification les plus faibles d'Afrique. Les plus faibles d'Afrique.
Et je crois qu'il y a un problème de décolonisation aussi intellectuelle. Parce que souvent, tout à fait, oui. Voilà, il y a un problème de décolonisation parce que souvent, non seulement on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, mais en plus, pour diverses raisons, on propose parfois des solutions qu'on sait ne pas pouvoir être maîtrisables et gérables par un pays donné. Parce que si nous, notre ambition, c'est de construire des barrages hydroélectriques pour faire comme Inga ou bien ailleurs, on ne le fera jamais. Parce que lorsque vous faites un calcul de rentabilité tout de suite, si vous construisez un barrage de 100 millions de dollars, de 20 milliards de dollars, mais à combien vous vendrez l'électricité pour amortir les investissements et puis avoir du profit, parce que c'est une activité industrielle. Donc, il faut faire un mixage, voir ce que les uns et les autres ont fait avant vous, faire aussi bien peut-être des barrages électriques, mais sur une base d'intégration régionale, au lieu que ce soit la République centrafricaine qui le fasse, mais peut-être s'associer à la RD Congo, au Cameroun, etc., créer des sociétés multinationales, mais appartenant au pays de la sous-région pour pouvoir mobiliser suffisamment de capitaux avec les garanties qu'il faut pour faire implémenter des barrages comme sur le Congo avec Inga ou sur l'Ubangi ou je sais pas moi sur un autre fleuve et faire en sorte que cette société qui appartient à plusieurs États puisse vendre l'électricité, avoir un marché, j'allais dire qui est déjà là et qui pourra donc le vendre et amortir et développer l'investissement. Je pense que il y a pour les petits pays, parce que je viens d'un petit pays, comme vous le voyez, donc je dis que les solutions doivent être sur mesure, naturellement, selon la situation du pays, selon la population, selon les capacités de l'économie à financer un secteur d'activité aussi capitalistique. Parce qu'il faut dire que l'énergie, c'est un secteur où les investissements aussi sont lourds. Mais quelqu'un disait, il y a bientôt un siècle, que le développement, c'est les soviets et l'énergie. Nous n'avons plus les soviets, mais l'énergie, ça reste toujours la condition du développement. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Les potentiels de développement de l'Afrique, je me demande si on a déjà les outils mathématiques ou statistiques ou, je sais pas moi, économétriques pour les calculer. Parce que ces pays dont je parle, ce sont des pays qui ont des potentiels hydro-agricoles, mais inimaginables. Vous prenez la République centrafricaine, 15 millions d'hectares de terres cultivables, 7 mois de pluie par an, moins de 0,5% de terres cultivables mises en valeur. Si cela a été fait et que les produits pouvaient être conservés et qu'ils pouvaient être exportés, ça jouerait sur beaucoup, ça influencerait beaucoup, n'est-ce pas, le dynamisme même des échanges à l'intérieur de l'Afrique. Ouais. Et puis naturellement, l'amélioration sert de population. Donc, je suis un peu le bleu du panel parce que je suis pas du tout spécialiste de l'énergie. Mais vous étiez Premier ministre. Mais j'étais Premier ministre et je voyais bien comment on souffrait de ne pas pouvoir avoir une marge de manœuvre. Et je voudrais féliciter les autorités marocaines parce que c'est quand je suis arrivé hier ici que j'ai appris que l'électricité, le taux de distribution, enfin le taux, je sais pas comment, d'électrification du Maroc était de 100%. Ouais. J'ai dit au moins ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même important de savoir que cela a été fait en Afrique par des Africains et en partant des réalités africaines et des contraintes qui sont celles d'un pays africain. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie et il faut que cela se fasse aussi dans le domaine des chemins de fer, que ça se fasse aussi dans le transport aérien, que ça se fasse aussi dans le transport maritime, que ça se fasse aussi dans l'éducation, l'enseignement. Nous avons beaucoup de choses à développer en sortant simplement des paradigmes qui parfois nous sont imposés pour d'autres raisons. Exactement, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, oui, tout à fait. Et donc, pour en revenir à la question initiale de ce panel qui est comment faire en sorte que 600 millions d'Africains, ou d'ailleurs plus, parce qu'en 2030, on sera plus que ça, ça va doubler, je pense, aient accès à l'électricité d'ici à 2030. Comment est-ce qu'on peut speed up the process? Parce que oui, clairement, il y a beaucoup de potentiel, on parle toujours de beaucoup de potentiel, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui doit être mis en place? Peut-être, je sais pas, des échanges de knowledge from Morocco to other African countries. Quel est le modèle le plus simple et le plus rapide pour accélérer les choses? J'aimerais avoir 1 minute de peut-être 1 minute et demie, parce qu'après, il faut quand même laisser l'espace aux questions. Donc, Monsieur Hafidi, vous avez 1 minute pour nous donner la solution. D'ailleurs, c'est la question pertinente de notre débat aujourd'hui. Non, il faut être honnête aujourd'hui. 2030, c'est demain. Non.
généraliser l'accès à l'électricité en Afrique, c'est un peu trop, c'est ambitieux et c'est réalisable pour un certain nombre de pays africains. C'est possible. C'est pas que c'est pas possible, c'est possible, mais pas pour l'ensemble des pays africains. Écoutez, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs paramètres d'une grande importance justement pour aller dans l'électrification. D'abord, il faut des modèles. Chaque pays devrait avoir son modèle spécifique. Il n'y a pas de modèle standard, il n'y a pas de modèle universel, parce que chaque modèle, il dépend des spécificités et des atouts du pays. Si vous prenez le modèle marocain, vous voulez l'appliquer à l'Islande, c'est pas possible. L'Islande, il n'y a que de la géothermie. Donc il n'y a pas de modèle à dupliquer ou si vous voulez, dans les pays africains. Donc, aujourd'hui, il y a des éléments clés aujourd'hui pour avancer dans l'électrification. Identifier les atouts, identifier les contraintes et les défis à relever et commencer à chercher les solutions. Pour les solutions, je crois, la vraie problématique aujourd'hui, qui est un faux problème d'ailleurs, c'est le financement des projets. Et là, je crois qu'on a parlé de plusieurs modèles. On a parlé de l'IPP, on a parlé de PPE, on a parlé de PPP au Maroc. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, il y a également, même au niveau des EPC, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui des possibilités de financement extraordinaires qu'on a montées sans garantie de l'État. Donc, le financement aujourd'hui, c'est intéressant. Alors, la solution, elle est simple. Aujourd'hui, il y a des investisseurs, il y a de l'argent qui est disponible, il y a des bailleurs de fonds. Mais aujourd'hui, un bailleur de fonds ne peut pas venir s'il n'y a pas de l'attractivité du pays, si le risque pays n'est pas bien calculé et maîtrisé, s'il n'y a pas un cadre législatif réglementaire clair pour pouvoir développer des projets et venir investir. Donc tout ça, s'il n'y a pas également du savoir-faire, la formation, on n'en a pas parlé. On peut développer énormément d'infrastructures dans les pays africains. Mais si ces investissements ne sont pas justement réalisés en parallèle avec de capacity building et de la formation et aussi aujourd'hui de la recherche et développement, on ne peut pas réaliser, on ne peut pas avancer dans l'électrification. L'électrification, la généralisation de l'électrification en Afrique, moi, je la considère uniquement une étape. Moi, je vois l'Afrique demain un grand exportateur de l'électron vert. Ils ont tous les moyens aujourd'hui, les pays africains, pour l'avoir. Aujourd'hui, nous parlons de l'électron vert. Mais attention, il y a des nouvelles aujourd'hui paramètres qui rentrent dans le système électrique, notamment marocain, qui est l'hydrogène. Et on n'a pas cette possibilité de parler au Maroc de l'hydrogène si on n'a pas pu baisser le coût de l'électron au Maroc. Quand on parle d'un coût de production de 2,5 $ par kilowattheure et qui va baisser avant 2030 à 2 cents de dollars par kilowattheure, on n'a pas eu, sans ce coût, on ne peut pas parler de l'hydrogène. Étant donné que l'hydrogène aujourd'hui, surtout l'hydrogène vert, mais c'est 65% de l'électricité comme charge. On ne peut pas également parler de grands projets de dessalement au Maroc et dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que le coût de produire un mètre cube dessalé, c'est entre 45 et 50% de l'électricité. Donc tous les ingrédients aujourd'hui sont disponibles. On a besoin de la volonté politique. Monsieur le Premier ministre, il l'a clairement dit. Si on a la volonté une volonté politique pour aller vers l'avant, je crois qu'il y a des success stories dans plusieurs pays, dans le Maroc. Et je crois que c'est des modèles qui ont, si vous voulez, donné des résultats concrets sur le terrain. Moi, je recommande de ne pas dupliquer le modèle. Par contre, ce qui est duplicable, c'est l'approche de construire les modèles électriques et les modèles énergétique. Je crois que c'est la solution. Merci beaucoup. Très bonne solution, très bonne solution. Donc, je vais faire place aux questions et puis après, chaque panéliste pourra répondre à la question qui lui plaît. La première question est toujours... OK. Je pense que la dame va vous ramener un micro derrière. Ça va prendre une minute. Elle arrive. Voilà. Donc, vous vous présentez, voilà, juste rapidement, et puis la question directe. Merci. C'est Adnan Abdelrahman, un professeur d'économie en classe préparatoire. D'abord, un merci sincère à tous les intervenants pour cette noble réflexion. Directement à la question. Il est vrai que la transition énergétique, c'est un fait, c'est une ambition qu'on doit saluer en Afrique. Mais la question, elle est très simple. Qui va profiter
généralement de cette transition énergétique. On le sait d'une manière aussi claire. Vous l'avez dit tout à l'heure, 180 kilowattheures, c'est le taux de consommation d'électricité par habitant en Afrique. 75 millions d'habitants africains sont hors connexion Internet. Pour dire que le constat est mitigé. La transition énergétique, une œuvre qu'on doit saluer. Chaque pays peut concevoir son mix énergétique selon ses facteurs, selon ses données géographiques et locales. Mais est-ce que la transition énergétique sera socialement orientée pour servir l'éducation, la santé, ou bien est-ce qu'elle va profiter essentiellement aux multinationales et aux entreprises? C'est ma question. Merci. Nice, merci beaucoup. Qui veut répondre à la question? Patrice? Je ne comprends pas très bien le sens de la question, profiter aux multinationales ou aux entreprises. D'abord, sur les secteurs d'électricité et sur les secteurs de l'eau, vous savez que vous êtes professeur d'économie, vous le savez, ce sont des tarifs qui sont très encadrés. Ici, par exemple, au Maroc, vous avez dans l'ensemble des entreprises qui ont des délégations de services publics, ils ont ce qu'on appelle un service permanent de contrôle. C'est le seul pays que je connaisse où ça existe, c'est-à-dire que vous avez des gens détachés de la fonction publique qui viennent vérifier ce que vous faites au jour le jour dans vos entreprises. Et puis, les tarifs d'électricité, tout d'ailleurs comme les tarifs de l'eau, ont ce qu'on appelle un niveau de résistance sociale. Vous ne pouvez pas, c'est pas de l'Internet, vous n'êtes pas chez Google, vous n'êtes pas chez Amazon, vous ne pouvez pas facturer comme avec une BM ou avec des produits financiers. Vous avez un niveau de définition du prix qui n'appartient pas d'ailleurs à l'opérateur privé. C'est toujours la puissance publique qui fixe le tarif en fonction de l'ensemble du cycle d'investissement et de coûts d'opération et de maintenance dans le temps. Donc, ça n'appartient pas au privé. Et deuxièmement, si jamais effectivement, et ça c'est moi mon expérience personnelle, 25 ans chez Veolia, lorsque vous avez vos comptes sont toujours audités, bien évidemment, Cour régionale des comptes, partout dans tous les pays. Donc, quand vous effectivement commencez à gagner beaucoup d'argent, on vient vous dire, on négocie le contrat. D'ailleurs, ici, au Maroc, il y a des clauses de révision quinquennale des contrats systématiques. On ne fait pas n'importe quoi dans ces domaines-là. Pourquoi? Parce que ce sont des biens de service public. Et ces biens de service public de première nécessité, l'eau, l'énergie, mais aussi ses dérivés derrière, la santé, etc., ce sont des coûts qui sont contrôlés par la puissance publique. Alors, lorsqu'ils ne le sont pas, je vais vous prendre juste un contre-exemple, et parce que je voulais le citer quand même, qui est, à mon sens, je le dis, et n'y voyez pas de critique de ce pays-là, mais le Cameroun aujourd'hui, la société nationale dont le capital a été ouvert à un fonds privé britannique, cette société, elle est à plat aujourd'hui. Elle s'appelle Eneo. Vous pouvez regarder sur Internet, vous verrez aujourd'hui 175 milliards de dettes. Pourquoi? Simplement parce que les clients publics, c'est-à-dire les grandes administrations, les hôpitaux, les casernes, etc., ne payent pas leurs factures. Tout simplement. Donc, quand un État décide ou pense que effectivement j'ai au capital l'acteur privé qui va m'aider à, comment dirais-je, à valoriser mon actif, mais en fait considère que finalement c'est une délégation et qu'on arrête de payer, eh bien tout le monde se met à arrêter de payer. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que ça va être absolument dramatique ce qui va se passer dans les mois à venir. Je vous engage à regarder qu'est-ce qui va se passer au Cameroun en matière d'électricité. Vous verrez ce que j'appellerais, en tout cas en tant que professeur, vous pouvez vraiment regarder et l'origine, la cause, les causes, disons, et les conséquences actuelles, elles sont parfaitement visibles, elles sont tout à fait publiques et accessibles. C'est ce qui se passe au Cameroun avec Eneo. Prochaine question. Thierry Lepec, président de Raidil. Monsieur El Rafidi, en 1995, je viens de vérifier les chiffres, le taux d'électrification du Maroc était proche de celui du Malawi aujourd'hui, c'est-à-dire 18%. Et vous êtes passé en 2015, si je ne m'abuse, à peu près au niveau où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment 100%. La question est simple, comment est-ce que vous avez fait? Très simple la réponse. Vous savez, le modèle d'électrification avant 1995 était un modèle presque on électrifie gratuitement. C'est ça l'erreur.
À partir de 1995, on est passé à un autre modèle où tout le monde participe. Éviter de donner un service gratuitement. C'est ça la solution. Et ça a réussi. On a... Voilà. Donc, après 1995, tout le monde participe. Le citoyen, la commune et l'État à travers l'ONE. Et ça a donné une explosion en matière de généralisation de l'accès à l'électricité dans le milieu rural au Maroc. C'est très simple. Très bien, merci beaucoup. You want to add something? Donc, pas nécessairement, mais je réagis aussi à votre question sur les multinationales. Alors, les multinationales, c'est des entreprises généralement de droits nationaux et des emplois locaux. Hein. La plupart des multinationales emploient des personnes des pays respectifs. Hein. Donc ça bénéficie aussi évidemment aux populations locales. Mais je crois que la recette, et on l'a dit, et merci Monsieur El Hafidi d'avoir répété plusieurs fois, c'est le dialogue entre acteurs publics et privés, c'est l'importance d'une vision, d'une gouvernance adaptée avec des agences spécialisées, avec des régulateurs aussi, très important pour contrôler tout ça. C'est d'adapter les infrastructures au contexte, hein, entre centralisé et très décentralisé. Et puis c'est favoriser un environnement des affaires stable, durable, favorable, de confiance pour tout type d'investisseurs. Ça amènera aussi des emplois en termes de formation, de R&D. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est extrêmement important aussi, et ça bénéficie à toutes les parties de la population, hein, pas uniquement les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers. On y travaille au Maroc pour préparer l'avenir, l'hydrogène notamment, former non seulement des ingénieurs, mais des techniciens, des ouvriers et des femmes. Merci. Dont des femmes. Merci. Je voulais quand même, si vous permettez, compléter, parce que la question elle est importante. D'abord, il faut la placer dans son contexte réel. La question du monsieur. Exactement, sur la transition énergétique. Bon, d'abord, quand on parle de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il y a d'abord de l'énergie. Donc certains pays n'ont même pas accès aujourd'hui à l'énergie. Et ça, c'est important. C'est-à-dire aujourd'hui, la vraie problématique et la définition aujourd'hui, telle qu'elle était définie plus haut au niveau des Nations Unies, etc., c'est qu'on est dans un système consommateur principalement des combustibles fossiles et qu'on devrait transiter vers un système électrique propre, prenant en considération les ressources énergétiques propres. Concernant aujourd'hui justement la participation des entreprises multinationales, etc., écoutez, moi je parlais de modèles. Je parlais de l'IPP, de PPE, de PPP et également de l'EPC. Donc c'est des modèles aujourd'hui de financement avec des mécanismes de financement très innovants. Et les contrats aujourd'hui qui sont signés pour des projets PPP ou IPP, etc., mais c'est des contrats très équilibrés. C'est des contrats gagnant-gagnant. C'est des contrats gagnant-gagnant. D'ailleurs, quand le Maroc a lancé le premier PPA, c'était en 1992. C'était l'un des premiers pays au monde qui a lancé. Ah, c'était avec Patrice apparemment. C'était avec IBB à l'époque, c'était TAQA, au niveau de Jarf el-Sfar, et c'était un projet extraordinaire parce que il a sauvé le Maroc. En 1992, on a eu le blackout, je ne sais pas si vous vous rappelez, et depuis on n'a plus de blackout. Parce que pourquoi? Comme ça a été mentionné par mon ami. Mais aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement des projets, mais ça sécurise d'abord l'investissement, ça donne de la garantie aux développeurs et aux financiers, mais ça donne également des valeurs ajoutées extraordinaires pour le pays, pour bénéficier d'une sécurité d'approvisionnement en électricité durable. Merci beaucoup. Et c'est très important, si je puis me permettre, cette question de durabilité. Je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire et enfoncer le clou. Pour que vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un secteur... il s'agit d'un secteur très particulier, encore une fois, de biens publics. Vous ne pouvez pas avoir une contrepartie qui va se mettre à perdre de l'argent. C'est-à-dire de vous dire, bon, moi je suis l'État, ou je suis l'office, et je passe un contrat avec une société, et puis si cette société perd de l'argent, qu'elle se débrouille, de toute façon elle est là pour 20 ans, elle a un cahier des charges avec des investissements à faire, elle les fera. Ben non, évidemment non. Et quand il s'agit d'électricité ou d'eau, par exemple, les contrats, et maintenant tout le monde l'a compris, les contrats se doivent d'être équilibrés. Vous avez, et même parfois dans certains contrats, un droit à l'équilibre économique du contrat. J'ai pratiqué un contrat qui avait été rédigé dans les années 2000, notamment sous inspiration de Banque mondiale, qui était extrêmement bien fait, et dans lequel vous aviez des clauses
contractuelle, de révision contractuelle qui vous permettait de ne pas vous retrouver dans la situation où vous perdez de l'argent. Parce que si l'opérateur, d'ailleurs public ou privé, peu importe, se met à perdre de l'argent, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Eh bien, il réduit le service, forcément. Il va pas creuser son trou, donc il va réduire le service au maximum. Qui va payer de ça à la fin? Ben forcément, ce seront les consommateurs, les habitants, etc. Donc, il y a cette nécessité de l'équilibre. Et c'est ça qui rend d'ailleurs à la fois le métier merveilleux, je dirais, mais en même temps la considération qui fait que c'est un métier différent. Ces métiers de service public sont des métiers qui sont tout à fait différents des métiers commerciaux. Oui, mademoiselle. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour et merci à vous tous pour ce merveilleux panel que vous avez présenté. Donc d'abord, je suis Nada Belhoussine, je suis ingénieure en génie électrique à Mendis Tanger. Donc c'est le partenaire de gestion délégué du service d'électricité et eau et assainissement. Donc ma question est dans ce sens. Donc vous avez tout à l'heure parlé de la nécessité de faire appeler à des investisseurs privés. Donc, pour banaliser, donc vous avez dit qu'il faut créer un contexte attractif pour ces investisseurs et les ramener afin de mettre des fonds afin de créer de l'infrastructure, produire de l'électricité dans un certain pays. Donc, ma question est dans ce sens. Jusqu'à quel point peut-on faire appel à ces partenaires privés sans que pour autant compromettre la sécurité en alimentation d'énergie de son pays? Your Excellency, maybe do you want to take this question? Or not, if you don't want. It's up to you. Oui, allez-y. Une minute, juste une minute. J'appartiens à une génération qui a étudié que ce soit le droit, que ce soit l'économie, que ce soit les affaires, dans une démarche un peu de défiance par rapport à tout ce qui touche au secteur privé. Et Dieu merci, quand j'ai fini mes études, je n'ai fait que 3 mois dans la fonction publique comme fonctionnaire du ministère des Finances et je me suis retrouvé dans une entreprise privée. Et d'ailleurs, mon premier stage, je l'ai fait ici à Casa en 1981, ça ne me rajeunit pas. Mais je n'ai plus jamais remis pied dans la fonction publique, sauf à devenir Premier ministre. Pourquoi je raconte ça? Parce que quand vous êtes jeune et que vous faites des études d'économie et de droit, on a tendance à vous dire que le secteur privé, c'est un secteur qui, entre guillemets, pique des sous à l'État. Donc, je parle de ma génération. Et donc, lorsque nous avons maintenant traversé la frontière et qu'on s'est retrouvé dans le secteur privé, on s'est dit, mais c'est ce qu'il faut développer dans nos pays. Pourquoi? Parce que l'État, selon le fonctionnement qui est le sien, qui vit par rapport à l'impôt qu'il prélève auprès de vous, s'il ne faisait pas faire un certain nombre d'investissements par des mécanismes de financement privé, ça veut dire que vous, en tant qu'ingénieur, si vous avez un salaire de, je sais pas moi, 1 million de dirhams, vous devez payer au moins 800 000 d'impôts pour permettre à l'État d'avoir l'argent qui lui permet d'investir ce que vous ne voulez pas que le privé investisse. Je ne sais pas, c'est pas agressif ce que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous êtes une ménagère et que vous sortez le matin et que vous avez 1000 dirhams, enfin 20 dirhams, et que vous devez nourrir votre famille, vous devez faire en sorte que chacun soit rassasié, comme une famille aussi qui a 50 dirhams, comme une autre qui a 100 dirhams, comme une autre qui a 1000 dirhams par jour. C'est-à-dire que l'obligation pour l'État de délivrer des services publics est une donnée permanente. Et l'État doit faire en sorte que l'équilibre entre le prélèvement, l'impôt qu'il prélève sur les personnes physiques et morales, c'est-à-dire les entreprises, et la nécessité d'investir pour améliorer le sort des populations, parce que l'eau et l'électricité, c'est des biens publics, hein, c'est des biens, j'allais dire, obligatoires que l'État doit fournir.
Donc, pour finir, je ne pense pas que le fait qu'un État puisse faire appel au privé dans une grande proportion, dans le cadre de contrats bien cadrés, bien maîtrisés, bien équilibrés, pour financer des services publics, je ne pense pas que ça soit un problème. Je pense plutôt que c'est la solution. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Sur cette note, il va falloir qu'on termine ce panel, et les autres personnes qui ont des questions, feel free to come and ask individually. Mais merci beaucoup. En tout cas, c'était super, et merci à tous nos panélistes. Encore une fois, bravo.